Bienvenue sur la fréquence qui fait briller les athlètes, qui chuchotent l'exploit des héros et qui raconte sans filtre l'actualité. Bonjour à tous, chaque mardi entre 11h et 12h. Eh bien, l'Afrique est représentée justement dans cette émission. Nous prenons le contrôle de la radio qui mouille le maillot pour une mise à jour complète des infos sur le continent. Dans ce nouvel épisode, les matchs de poule des compétitions interclubs de la CAF font la une de l'actu foot. Le miracle ivoirien de la récente CAN accompagne la SEC d'Abidjan qualifiée de justesse pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football au détriment des Sénégalais du Djaraf. Comme d'habitude, depuis plusieurs saisons maintenant, l'Afrique du Nord s'érige en patron sur la Ligue africaine des champions et sur la Coupe de la Confédération africaine de football. L'équipe d'Afrique analyse tout. Mise en onde, Okekoujo Olivier, réalisation et l'homme à devant. Derrière la caméra, Espoir Simfele, je suis Romo Yetor. Plaisez-vous bien à notre compagnie. Équipe d'Afrique, c'est parti. Le mardi, c'est le jour parfait pour être au courant de toute l'actu africaine dans cette émission Équipe d'Afrique, une émission hebdomadaire sur la seule radio qui mouille le maillot. Mardi 11h, 12h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant même. Les coupes interclubs CAF ont bouclé ce week-end les matchs de poule. Sans surprise, les clubs de l'Afrique du Nord se taillent la part du lion du Caire. Notre point focal, Bernard Ajavon, revient sur les résultats des équipes du Nord de l'Afrique. CS Sfaxien a tenu un échec bravo par 4-0. Al-Masri d'Égypte est venu à bout de Black Bull 3-1. Même score pour Zamalek face à Enyimba du Nigeria. RSB Berkane a été sans pitié 5-0 face à Stellenbosch. L'USM d'Alger à domicile a surclassé Jaraf par 2-0. CS Constantine, lors de son déplacement en Tanzanie, a été battu par Simba 2-0. Roméo, voici les équipes qualifiées en Afrique du Nord pour la suite de la compétition. Dans le groupe A, CS Constantine est deuxième derrière Simba avec 9 points. Dans le groupe B, RSB Berkane est leader avec 16 points. USM Alger avec 14 points est premier du groupe C. La part du lion a été taillée dans le groupe D par les géants d'Égypte, Zamalek et Al-Masri avec respectivement 14 et 9 points. Champions League CAF est aussi à sa dernière journée ce week-end. MC Alger et Young Africa se sont séparés sur un score de 0 but partout. Al-Ali a été tenu en échec à domicile par Orlando Pirates, 1-2. CR Belouizdad et Pyramide FC d'Égypte sont venus respectivement à bout de leur adversaire du jour, Stade d'Abidjan et Djoliba par 6-0. ES Tunis Etri, Sangrada Esperanza par 4-1. ASFA et Mamelodi ont fait match nul, 1 but partout. Raja de Casablanca à domicile a puni Maniema Union sur la petite des marques, 1-0. Pour la suite de cette compétition de Ligue des Champions, Al-Hilal est premier du groupe A avec 10 points, suivi de MC Alger 9 points. Dans le groupe B, ASFA est le leader avec 10 points. Al-Ali sort de justesse du groupe C avec 10 points également. ES Tunis et Pyramide FC d'Égypte ont dicté leur loi dans le groupe D avec 13 points chacun. Il est très important de soulever ce point qu'au soir de ces matchs de groupe de ces deux compétitions de la CAF, le constat est très simple. Les équipes de l'Afrique du Nord sont plus représentées et cela est dû à la politique sportive et le travail à la base qui se fait par ces pays. C'est l'occasion ici d'inviter les fédérations des pays du Sud à une politique sportive centrée sur le travail à la base afin d'être plus compétitive dans les jours à venir ou dans les années à venir, dans 3 ou 5 ans. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique.
Chaque mardi sur la radio qui mouille le maillot, c'est l'esprit du sport avec l'équipe d'Afrique. Nous disons merci à notre point focal Bernard Ajavon en Égypte. Nous poursuivons notre tour d'Afrique et nous sommes en Côte d'Ivoire pour parler justement des deux clubs ivoiriens qui étaient sur le continent. Chris Noubouzan, vous représentez justement l'équipe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Bonjour Chris. Bonjour Robéro, bonjour à tous. J'espère que tout se passe bien à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ah ouais, c'est toujours très bien, c'est toujours fouka. Ah oui, ça nous rassure. Alors, je le disais il y a quelques secondes, la Côte d'Ivoire a placé 2 représentants sur le continent en Coupe CAF et en Ligue des Champions. En Coupe CAF, la SEC, s'est qualifiée pour les quarts de finale. S'il faut revenir sur le parcours des jaunes et noirs, que faut-il retenir ? Eh bien, il faut retenir que voilà, la SEC a eu du mal. Après le tirage au sort, on se disait que ça allait être plus facile pour les jaunes et noirs, qu'ils allaient même terminer en tête de ce groupe C, devant même ses poursuivants directs. Mais au finish, ça a été très très compliqué, vu même très très délicate pour la SEC Mimosa, parce que voilà, il fallait remporter le dernier match. C'était un scénario incroyable, hein. Il fallait d'abord gagner, ensuite s'attendre à un faux pas du Giraffe du côté d'Alger face à l'USM, et finalement ça a été fait avec la manière d'ailleurs. Et donc la SEC s'est vraiment fait peur, et puis bon, à la fin, la qualification est obtenue. Voilà, c'est de bonne guerre pour la SEC Mimosa. Mais il faut aussi souligner que en début d'année, ils ont recruté 2 attaquants, dont Célestine Ekwa, celui qui a d'ailleurs permis à la SEC de s'imposer 4-0, dont un doublé pour ce jeune attaquant. C'est d'ailleurs lui, son arrivée, qui a donné un allant au secteur offensif des jaunes et noirs, parce que voilà, l'attaque des Mimos était en panne d'efficacité depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et là son arrivée a permis à la SEC de retrouver des couleurs devant, et donc ça a été très bien vu par les dirigeants du club jaune et noir, qui sont allés chercher ce garçon venu de Zoma FC, et qui donc a apporté un plus à l'attaque des jaunes et noirs, qui termine donc 2e du groupe C, derrière l'USM Alger. Voilà, le dernier match de la SEC, c'était un match important, un match décisif. Il faut gagner et espérer une défaite de Giraffe du côté d'Algérie face à l'USM Alger. Et la SEC a fait le boulot à domicile, 4 buts à 0, face à Orapa United. Et là, on s'attend à ce que un autre coup de pouce arrive du côté de l'Alger. Est-ce que finalement, c'est une chance qui accompagne les équipes ivoiriennes quand on se réfère à la dernière CAN où la Côte d'Ivoire s'est mise justement dans une situation compliquée avant de se sortir et gagner la coupe au final? Ah ouais, on est tenté de dire qu'il y a une grâce qui accompagne la Côte d'Ivoire depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On se met souvent en difficulté, on se met dans de grosses pressions, et au finish, il y a ce coup de pouce très souvent qui vient d'ailleurs, voilà, de façon incroyable, de façon surnaturelle, même si on peut le dire, pour ceux qui croient au surnaturel. Mais là, encore une fois, comme vous l'avez souligné, il fallait d'abord gagner, parce que la SEC n'avait pas son destin en main, parce qu'ils avaient perdu 1-0 face à Giraffe, et donc ils avaient 5 points, Giraffe avait 8 points. Donc il fallait gagner avec beaucoup de buts, et puis espérer aussi une défaite avec beaucoup de buts aussi du Giraffe. Et là, encore une fois, le scénario s'est répété. On est tenté, on est vraiment tenté de dire qu'il y a une grâce, de la baraka derrière les équipes ivoiriennes ces dernières années. Malheureusement pour le stade d'Abidjan en Ligue des Champions, la chance n'a pas souri justement aux stadistes, qui ont fini d'ailleurs 4e dernier de leur poule avec un seul match nul, 4 défaites. Mais comment analysez-vous cette contre-performance de cette équipe d'Abidjan?
Ben, c'est une grosse déception pour le stade d'Abidjan parce que voilà, dans un premier temps, il faut le souligner, hein, que ça fait plus de 50 ans que le stade n'a plus disputé la C1 africaine. Et donc, pour son retour, puisque le club avait déjà remporté cette compétition, il faut le souligner, en 1966, alors appelée la Coupe des clubs champions africains. Ouais. Et pour son retour on va dire dans le haut niveau, ça a été compliqué parce que d'abord, le stade n'était pas aidé par le tirage au sort, parce que le club tombe dans un groupe très, très relevé qu'on a appelé le groupe de la mort, avec Al Ahly, le club le plus titré avec 12 trophées. Derrière, il y avait aussi Orlando Pirates, CR Belouizdad. Donc, c'était de gros morceaux pour le stade d'Abidjan qui revenait donc à la compétition. Maintenant, derrière, on a essayé de préparer comme on le pouvait cette compétition. Le championnat n'avait pas encore démarré avant donc l'entrée en liste du stade. Ils ont fait venir des joueurs un peu expérimentés comme Roger Assalé-Claver, comme AK6 Baudelaire, mais ça n'a pas suffi parce que voilà, dans ce groupe, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui découvrent le haut niveau, qui découvrent cette compétition, qui n'ont pas vraiment d'expérience. Et l'un mis dans l'autre, avec aussi l'entraîneur Alexandre Lafitte, qui n'avait pas de diplôme, restait sur le banc. Du coup, il reste dans les tribunes et puis il donnait des consignes. Tout ça n'avait pas permis au club ivoirien, le stade, de s'exprimer comme cela se devait, de faire la différence. Et bien, parce que voilà, le niveau était très, très haut, là-bas était très haute pour les yéyés, comme on les surnomme. Malheureusement pour le Stade d'Abidjan, ce retour en Ligue africaine des champions ne s'est pas bien passé, mais on espère que l'équipe sera régulière sur le continent afin d'avoir l'automatisme qu'il faut. Mais bon, ça marche pour la SEC. Il faut également le souligner que la saison dernière, la SEC avait disputé les quarts de finale en Ligue des champions. Donc la deuxième place de la SEC, justement, dans sa poule, c'est mérité. Bien sûr, c'est mérité. C'est toujours la SEC qui porte la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Et c'est encore la SEC qui permet à la Côte d'Ivoire de garder ces 4 places au niveau des compétitions africaines. 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. Ça veut dire que si la SEC n'était pas passée, la Côte d'Ivoire allait perdre 2 places au niveau du ranking africain. Mais c'est comme je le disais, c'est la SEC. Et la SEC a les moyens pour faire mieux, à mon avis. La SEC a les moyens pour faire mieux, pour aller encore remporter des trophées. Mais voilà, depuis quelques années, c'était plus la priorité des dirigeants. Ils l'ont dit clairement que eux, ils veulent bâtir, le club, ils veulent bâtir des infrastructures et après aller chercher des trophées. Aujourd'hui, le club, est en train de renaître, est en train de rêver à nouveau et surtout permettre aux supporters de revenir dans les stades parce que même face au Rapa, au stade Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait que 3000 supporters. Parce que parce que la plupart ne croyaient pas en cette qualification, mais voilà, ils ont réussi. Ça plaît aux supporters jaunes et noirs, ça plaît aux sportifs ivoiriens. On espère qu'ils vont garder le cap et faire mieux que l'année dernière. Je pense que et l'État et la Fédération se mettent ensemble pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une très bonne structure sportive. Vous avez lancé il y a quelques jours, je pense, un nouveau centre de formation d'études pour le sport, je crois, dans le domaine du football. Le centre technique national de football, qui sera donc rénové. Il y aura aussi des bâtiments qui seront construits. Un peu plus de 3 milliards de francs CFA seront injectés pour donc sortir ce qu'on pourrait appeler le Clairefontaine à l'ivoirienne, pour sortir à l'ivoirienne, à l'ivoirienne, pour permettre aux joueurs d'évoluer dans différentes catégories jusqu'à l'équipe première. Et donc, ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'engranger encore d'enregistrer encore des talents pour les années à venir. En tout cas, que ce soit
au niveau des infrastructures, que ce soit aussi les moyens financiers et tout, l'État et la fédération sont en train de travailler pour donner un peu plus de moyens au club, pour permettre en tout cas aux équipes ivoiriennes d'avoir tout ce qu'il faut pour aller un peu plus loin, pour grappiller encore des lauriers sur le continent. Le modèle ivoirien à suivre forcément. Merci Chris Noubouzan. Merci Roméo, coucou à tout le monde. Allez, c'est passé. Chers auditeurs, vous faites toujours bien de rester avec nous sur la radio qui mouille le maillot. L'équipe d'Afrique, on est bien ensemble jusqu'à 12h chez GMT. Après la Côte d'Ivoire, on va faire une escale au Sénégal. Un club sénégalais était sur le continent au niveau de la phase de poule des coupes CAF. Nous allons parler justement de Jaraf qui a été doublé par l'ASEC d'Abidjan tout à l'heure, et on aura Boris Adakano pour nous raconter un peu ce qui s'est passé pour le club sénégalais. Restez avec nous, ne quittez surtout pas. Ah, déjà, il est là. Boris Adakano, bonjour. Bonjour Romain Wito, bonjour. En ce moment sur la 91.9. Ce matin, je suis très remonté. J'ai beaucoup d'informations. Aïe, 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 aïe. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir toutes ces infos. Déjà, l'atmosphère est très lourde à Dakar à cause de l'élimination de Jaraf. L'élimination très amère. Le Jaraf, là, amer, le Sénégal, là dans la gorge, tout simplement, malgré ces 8 points comme la SEC Mimosa, le club de Dakar est éliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et comment une élimination difficile à avaler à cause d'une controverse arbitrale. Une fois encore, et de l'autre côté, qui va profiter aux Ivoiriens, à la SEC Mimosa, sachant déjà que dans le week-end, encore la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale U17 de la Côte d'Ivoire s'est qualifiée au détriment de la sélection U17 sénégalaise après un but propre, légitime des Sénégalais qui n'a pas été accordé. Et du côté d'Alger, l'arbitre togolais Aklé Sonyama a refusé un penalty très clair à l'équipe de Médina. Ça fait très mal. Le Sénégal vient une nouvelle fois encore de passer à côté d'une qualification qui serait tout simplement méritée. Mais bon, voilà. Que dis-je ? Je reviens sur la rencontre après ce penalty non sifflé en faveur du Jaraf après une faute sur l'attaquant Fati en première partie, une faute que tout le monde entier a tout simplement vu. Le joueur Fati a été tout simplement fauché dans la surface de réparation, mais malheureusement Christian et son assistant n'ont pas vu cette faute-là, ce pénalty dans la surface de réparation. Ensuite, le match a chamboulé, les Algériens ont dominé, les Médinois bien structurés sous la direction de leur entraîneur Malik Daf ont résisté pendant 80 minutes. Avec une défense, il faut le dire, solide et des contre-attaques de temps en temps. Et il n'attendait que le coup de sifflet final pour prendre rendez-vous à l'étape supérieure. Malheureusement, à la 81e minute, Ismaël Belkacemi ouvre le score pour l'USM Alger, qui confirme par ailleurs son titre de meilleur buteur de la compétition, complètement déboussolé, épuisé, après beaucoup d'efforts fournis durant les 80 premières minutes de cette rencontre. Le Sénégal, le Jaraf, va encaisser ce deuxième but dans les arrêts de jeu par l'entremise de Redouani, additionnel, il faut le dire. Pas encore, avec cette défaite 2-0, les hommes de Malik Daf quittent la compétition avec un sentiment d'injustice, mais avec la tête haute, après avoir montré une résistance remarquable contre cette équipe algérienne qui n'est pas n'importe quelle équipe quand même. Oui, ça fait mal de quitter la compétition en ayant le même nombre de points que la SEC qui se qualifie. Est-ce que finalement l'équipe de Dakar peut nourrir du regret pour avoir perdu le premier match contre la SEC 2-0? Effectivement, malheureusement, ça a été toujours le cas après une telle élimination. On est là à se rappeler de quelques opportunités lâchées derrière. Il faut le dire, le 2-0 perdu en ouverture fait un tout petit peu mal, mais l'autre résultat également, en tout cas qui reste un peu dans la gorge, est le match contre l'USM ici même au Sénégal, où après un match dominé
enchaîné avec de grosses opportunités. Et les joueurs de Malik Taf n'ont pas réussi à mettre ce petit but-là qui permettrait quand même au Jaraaf de remporter les 3 points à domicile. Il faut le dire, le Jaraaf a l'effectif qu'il faut. Les joueurs, ils ont ce qu'il faut pour tout simplement rivaliser avec l'USM Alger. D'ailleurs, ici c'est un 0-0 qui a sanctionné la rencontre. De l'autre côté, à Alger, le week-end, 80 minutes, 0-0 avec une très bonne défense. N'était ce pénalty refusé, on ne serait peut-être pas ici à parler de cette élimination amère, mais bon, le mal est fait, on ne peut rien, il faut tout simplement se tourner vers l'avenir et tout simplement penser, revenir beaucoup plus fort et l'année prochaine et faire beaucoup. Alors, cette saison, c'est Jaraaf qui a pu garder le cap pour aller dans les groupes, représenter le Sénégal. Ouais. Pour la saison prochaine, est-ce que vous pensez que les choses vont s'améliorer, qu'on aura plus de clubs sénégalais au niveau de la phase de poule? Ouais, c'est possible, c'est possible. Le Sénégal a les joueurs, le Sénégal a un championnat intéressant et donc tout est fait d'ailleurs pour que la saison prochaine, qui est au moins 2 représentants au moins sur l'échiquier continental, ce serait quand même mérité pour ces clubs-là qui font beaucoup d'efforts. Il faut le dire, nous parlions d'efforts. J'avais cette information, c'était pas au programme, mais il faut que j'en parle. L'information concernant Casa Sport et Nicolas Jackson, la FIFA en tout cas. Oui, cette information, il ne faut pas la rater. Il faudrait que la connexion soit clémente, là. Casa Sport, oui, la FIFA fait quoi avec Casa Sport? Allez, c'est bon maintenant. Information. Boris Adakano, c'est une information alors, capitale. Donc, je le disais, c'était pas au programme, mais il faut que j'en parle. Casa Sport, l'ancien club, en tout cas, le club formateur de Nicolas Jackson, le club que toi, Roméo, tu apprécies particulièrement d'ailleurs, qui aujourd'hui se voit lésé d'au moins 185 000 euros. C'est pas moins de 120 millions de francs en CFA que Casa Sport n'a pas encore perçu sur le transfert de Corentin de Villarreal vers Chelsea, à cause d'une bourde monumentale de la fédération sénégalaise qui avait oublié d'inscrire Casa Sport dans le passeport sportif de Nicolas Jackson. Actuellement, c'est l'actualité qui fait graisser les dents ici. Parce que les clubs africains font beaucoup d'efforts, galèrent, surtout financièrement, pour entretenir les joueurs, leurs installations. Et quand un joueur arrive tout simplement à se tirer du lot et à évoluer aujourd'hui dans l'un des grands championnats au monde entier, et ne pas profiter quand même de ces efforts, de cette formation de 120 millions de francs CFA aujourd'hui qui pourrait faire énormément du bien à cette équipe de Casa Sport qui galère en Ligue 1 sénégalaise, c'est quelque chose qui fait très, très mal. Heureusement, le manager général de Casa, Siaka Bodian, est en train, en tout cas, à rassurer tout le monde avec un communiqué la dernière fois en indiquant tout simplement que tout est fait avec l'administration de la Fédération sénégalaise de football pour surmonter ces difficultés et tout faire pour rentrer en possession de ces fonds. 120 millions de francs CFA, ce n'est pas 120 000 francs CFA. Et donc, le manager Siaka Bodian, tous les supporters de Casa Sport à garder le calme, invite tous les Sénégalais à garder le calme et à croiser les doigts tout simplement parce que tout se fera pour que ces 120 millions de francs CFA reviennent à ce club-là qui forme beaucoup de joueurs. Il faut le dire, il y a quelque temps, c'était Génération Foot et Amara Diouf. C'était un conflit. Aujourd'hui, revenir et savoir que à cause d'une bourde monumentale de la fédération, un club africain ne va pas rentrer en possession de ce fonds-là, ça fait très très mal. C'est l'occasion de vider nos fédérations, à mettre beaucoup de professionnalisme dans leur activité, dans leur gestion, pour ne plus être là à parler de ces situations qui font très très mal pour le football africain. Les clubs ont besoin d'argent, les clubs ont besoin de soutien pour évoluer, pour rivaliser tout simplement avec les clubs du Nord comme l'USM Alger, comme l'Espérance de Tunis, les Al Ahly et tout ce qui va avec.
Merci beaucoup pour cette information. J'espère que Casa Sport trouvera une sortie favorable pour permettre justement à cette équipe de pouvoir respirer un peu, qui occupe la 13e place dans le classement après 11 journées. Ah, ça va pas bien pour Casa Sport. Peut-être ces 120 millions de francs CFA peuvent aider l'équipe à respirer un peu. Tout simplement, 120 millions de francs CFA, ce sera beaucoup d'ajustements, des recrutements, voilà. Donc, voilà, bon. On espère, on croise les doigts tout simplement. Merci beaucoup, Boris Adaka. Nous, on se retrouve mardi prochain. À bientôt. À très bientôt. Chers auditeurs, vous ne bougez pas. Restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot 91.9 ou www.sportfmtg.com. On prend la route du Mali. Nous serons à Bamako dans un court instant chez notre confrère Ban Ibrahima pour parler justement de Djoliba et du stade malien qui ont quitté les coupes interclubs de la Confédération africaine de football. Il nous donnera plus de détails sur ces éliminations des clubs maliens. Ban Ibrahima, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Romero. J'espère que Bamako s'est bien réveillé. Allô? Oui, Ban. Oui, Dieu merci, ça va. D'accord. Oui, alors, pour aller tout de suite, Djoliba, au niveau de la Ligue des Champions, est éliminé en phase de poule avec, 2 petits points seulement. Racontez-nous comment ça s'est passé pour le Djoliba. Oui, bonsoir et bonjour et bonsoir à tout le monde, monsieur Roméo. Comme tu l'as assez, vraiment, c'est difficile à digérer un peu pour les Rouges de Bamako. Oui. Tout le monde était content de leur qualification historique de la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais voyons la performance des Rouges de Bamako lors des phases de poule, vraiment ça a été vraiment difficile pour les Rouges de Bamako. Le samedi passé, le Djoliba s'est lourdement incliné face aux Égyptiens de Pyramide de Souvenirs par le score sans appel de 6-0. Cette rencontre a vu le Djoliba suivi la domination de leur adversaire tout au long du match. La défaite 50 a scellé vraiment le sort du Djoliba qui termine la phase de groupe avec seulement 2 points. Et 4 défaites, 0 but marqué et 18 buts encaissés. Vraiment, le Rouge de Bamako, on peut dire, n'était pas à la hauteur lors de la phase de poule, malgré leur qualification historique. Vraiment, M. Roméo. Est-ce que cette contre-performance de Djoliba expose un peu le niveau du championnat malien? Faire 6 matchs sans but en phase du groupe de la Ligue des Champions? Oui, ça peut s'expliquer parce que lors de la saison dernière, l'équipe de Djoliba a été vraiment remaniée. Parce que il y avait 2 attaquants phares. C'était d'abord Zoumana Sempara, qui est actuellement au Djoliba, et Ousmane Koulibaly Kalaba, qui a déposé ses valises au niveau du stade malien de Bamako. Et la défense a été remaniée aussi. Les 2 centraux, Félix Kamaté est parti au stade malien de Bamako. Et pratiquement, c'était une nouvelle équipe. La moyenne d'âge, c'était pratiquement 23 ans. Et c'était une équipe expérimentale. Malheureusement, la moyenne n'a pas appris. Mais après aussi, il y a aussi le championnat. Le championnat a débuté, le Djoliba a joué seulement 2 matchs. Alors que nous sommes à la 9e stade malien de Bamako, jouer seulement les matchs de la compétition africaine. Et les matchs de préparation avec les autres clubs n'ont pas été à la hauteur parce que c'était des équipes un peu inférieures et le Djoliba mettait vraiment 2 buts, 3 buts, mais c'est le haut niveau, la compétition africaine avec l'Espérance de Tunisie, le Pyramide, c'est des équipes
doués qui sont chaque année en demi-finale, pire en quart de finale. C'était difficile, mais tout le monde pensait qu'avec le club Sagrada, le Djoliba Sagrada pouvait se placer au moins troisième du groupe. Mais voyons le Djoliba avec 2 points seulement, les 2 points contre Pyramide ici, où le Djoliba pouvait gagner. Et Sagrada aussi, le match nul où le Djoliba pouvait gagner. Parce que l'équipe de Pyramide ici à Bamako était vraiment dominée avec pratiquement 5 joueurs blessés avec la grippe et qui n'ont pas pu faire le déplacement. Il y a d'autres même qui étaient à Bamako, mais qui n'ont pas pu jouer. Le Djoliba a joué tout le match, mais c'était vraiment difficile pour les Rouges de Bamako. S'il faut gagner, il faut marquer. Et si l'équipe ne marque pas, vraiment, c'est soit un match nul, soit si l'adversaire marque, c'est la défaite. Du courage justement à cette équipe de Bamako Djoliba AC dirigée autrefois par le Togolais Jonas Kokou Komlan. On va s'intéresser à l'autre équipe de Bamako. Il s'agit du stade malien qui évoluait en Coupe CAF. Malheureusement également pour les stadistes, ils n'ont pas pu aller en quart de finale. Oui, le stade malien de Bamako, comme le Djoliba était déjà éliminé avant la 6e journée, mais le dimanche passé au stade du 26 mars, malheureusement les Blancs de Bamako se sont inclinés 1-0 et cette défaite à domicile vraiment reflète une campagne continentale désastreuse pour le Blanc de Bamako qui achève la phase de groupe avec une défaite. Le stade malien de Bamako a fait une seule victoire, c'était contre Stellenbosch d'Afrique du Sud lors de la première journée, et après c'est 4 défaites, un match nul, soit 4 points. Ce que je dis, c'est les éliminations du précoce du stade malien de Bamako de Djoliba se dévoilent vraiment tactique et mental. Cette contre-performance souligne vraiment le besoin urgent de renforcer structurellement au sein des clubs maliens pour améliorer leurs performances sur la scène continentale. Ouais. Parce que les équipes où le Djoliba et le Stade affrontent, c'est des équipes qui jouent régulièrement leur championnat. Et 2 jours, 3 jours, ils jouent les compétitions africaines. Mais ici, quand un club est engagé, ça s'est passé même l'année dernière avec le Stade malien de Bamako, toutes les campagnes des phases de groupe, l'équipe ne joue pas le championnat et l'équipe reste comme ça, sans jouer seulement les matchs de compétition africaine. Et pour être compétitif, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que l'équipe soit en jambes. Et aussi les matchs de compétition africaine. Vraiment, ça a été difficile, vraiment, parce que c'est pas, moi je peux dire, c'est pas une question de joueurs, c'est une question de management des équipes, parce que ici, comme on le dit, le football malien dispose d'un vivier de talent exceptionnel, mais sa gestion laisse vraiment à désirer. Les problèmes structurels combinés à une absence criante de vision stratégique de la part des dirigeants freinent vraiment le développement de nos clubs. Parce que cette année, c'est le championnat professionnel. Je dis la fois passée, c'est un championnat professionnel, je peux dire à 30 ou 40%. Parce que c'est la première année. C'est une transition, on va dire. Il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est une transition. Il y a beaucoup de choses. On a fermé les yeux sur ça. Peut-être dans 2 ou 3 ans, ça peut être un championnat semi-proportionnel. Parce que jusqu'à présent, la gestion des clubs, là, c'est pas de comptabilité fiable. Personne, à la fin de l'année, il n'y a pas un seul club qui peut témoigner et faire le bilan, et que ça soit financé, et l'équipe a gagné ça, l'équipe a dépensé ça pratiquement. Les joueurs ne sont pas assurés. Bon, il y a beaucoup de choses. Les joueurs, même certains, les joueurs ne sont pas payés, mais la fédération ferme les yeux sur là-dessus. Et c'est petit à petit. Vraiment, il existe qu'on parle de championnat Ligue 1 professionnel. Bon, même si c'est pas professionnel à 100%. Bon, peut-être dans les années à venir, on pourrait voir, on verra si
on verra des clubs maliens, parce que tout le monde était content avec pour la première fois pour les deux clubs maliens en compétition africaine, le Djoliba. Le Mali, oui, le Djoliba en Ligue des Champions, le Stade Malien en compétition africaine. S'ils avaient fait un parcours, honorable, on pouvait imaginer qu'après dans 10 ans, 2 ans, le Mali pouvait avoir 2 équipes engagées aux différentes compétitions africaines. Mais avec ces éliminations précoces de nos clubs, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Et ajouter ça à l'élimination de l'équipe au CHAN, l'élimination de l'équipe junior, seulement l'équipe nationale cadette et l'équipe nationale senior à la CAN et aussi l'équipe féminine à la Ligue, l'équipe féminine du Mali à la CAN féminine aussi, pratiquement toutes les équipes engagées dans les compétitions intercontinentales sont éliminées. Vraiment, c'est difficile. Ce que je dis encore, c'est pas un manque de joueurs, mais c'est un manque de management, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau de la Fédération malienne de football. Et vraiment, après les défaites, on laisse les choses comme ça. L'année prochaine, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il n'y a pas seulement les entraîneurs sont limogés, les choses restent en place. Pratiquement, ça sera la même chose. Et si on ne s'assoit pas pour faire des critiques objectives, telle personne a raison, telle personne n'a pas raison, on doit changer tel côté, laisser tel côté, améliorer tel côté. Je pense que ça sera difficile, que ce soit les clubs, que ce soit les équipes nationales engagées. Ibrahima, on a compris, c'est un réel problème là-bas au niveau du football local au Mali. Il faut restructurer les choses, permettre aux joueurs locaux de pouvoir avoir les meilleurs cadres, les meilleurs centres de formation pour mieux exploiter les talents bruts qui sont là sur place, puisque la plupart des joueurs qui évoluent en sélection viennent de l'extérieur, ils sont formés à l'extérieur. Donc on comprend bien la situation. Beaucoup de courage. On espère que dans 2 ans, le Mali reviendra sur l'échiquier continental. Inch'Allah. Merci. Allez, à bientôt, Ban Ibrahima. Chers auditeurs, vous faites toujours bien de rester avec nous sur la radio qui mouille le maillot dans l'équipe d'Afrique. Dans ce nouvel épisode, on parle justement des coupes inter-clubs sur le continent, la Ligue des Champions, la Coupe CAF. Cette fois-ci, on va analyser ce qui s'est passé lors de la phase de poule. Et nous commençons avec Edouard Agbetou au Sénégal, à Dakar plus précisément, qui fait son analyse après les matchs de poule de la Ligue africaine des champions. Salut Roméo, salut à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment sur les 91.9 FM. Un réel plaisir encore une fois pour moi de partager la chose footballistique à nous tous, et aussi par rapport à cette Ligue africaine des champions qui a livré son verdict après la phase de groupe. J'aimerais tout simplement faire allégeance à ces 8 clubs qui sont qualifiés pour la phase suivante et justement débuter par le Al Ahly d'Égypte, l'intouchable, le géant d'Afrique, 11 sacres s'il vous plaît, et qui est toujours en lice pour un 3e titre d'affilée. Je rappelle que c'est le double tenant du titre. Ils ont inscrit 14 buts au cours de cette phase de groupe. C'est déjà bien pour les Carottes qui ont brillé encore une fois par leur attaque dévastatrice. Mais en même temps, c'est une défense perméable pour le géant égyptien qui a encaissé 7 buts, tout comme Al Hilal. Je reviendrai là-dessus sur le club soudanais. Le CR Belouizdad et les Orlando Pirates de l'Afrique du Sud ont privé les Égyptiens de la première place, ce qui fait planer aussi quelques doutes sur l'invincibilité des géants égyptiens. Juste à côté, nous avons l'Espérance de Tunis. On parlera beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là pour les quadruples vainqueurs de la compétition. Finalistes, ça ne s'est pas bien passé l'an passé. Ils se sont encore une fois distingués par leur solidité défensive. Ils ont encaissé 3 buts lors de cette phase de groupe. 1 but de moins que le Al Ahly offensivement. 13 buts marqués pour les Tunisiens. Avec un homme en forme aussi. Vous savez de qui je veux parler. Un certain Youssef Belaïli. 7 buts, 7 passes décisives s'il vous plaît en 8 matchs pour Youssef Belaïli, l'enfant terrible du peuple algérien. Waouh, c'est tout simplement magnifique. Et donc, ils font office de sérieux prétendants encore une fois pour le titre, le sacre final, les Saints et Or. Les Orlando Pirates
Et puis les Mamelodi Sundowns pour l'Afrique du Sud. 2 représentants qui ne sont plus à présenter aussi. Ce sont des anciens vainqueurs. 95 pour les Orlando Pirates pour cette compétition. 14 points au total. Meilleur total sur cette phase de groupe. Et sans oublier aussi les Orlando Pirates, vainqueurs de l'édition 2016, qui ont également validé leur ticket pour la phase suivante. Et donc, tout comme l'Espérance de Tunis, les Brésiliens, comme on le dit en Afrique, font office de sérieux prétendants pour le sacre final. Les révélations, il faut en parler. L'Asfar du Maroc, sans oublier Pyramide d'Égypte aussi, pour leur première participation à ces quarts de finale, on va dire en nouvelle formule. Ces deux font encore forte sensation. L'un vainqueur de la Coupe CAF en 2005 avec les Marocains d'Hubert Velude, l'ancien sélectionneur des Éperviers du Togo. Donc il faut remonter à 1985 pour se remémorer leur premier sacre sur le continent, anciennement LDC. Donc les Égyptiens qui ne sont jamais sacrés, Pyramide FC, ils sont finalistes de la Coupe CAF en 2020 et ils vont essayer encore une fois de prouver leur valeur par rapport à ces quarts de finale qui arriveront très vite. On rappelle que c'est la meilleure attaque des groupes avec leurs compatriotes de l'Arcli. 14 buts inscrits pour les clubs égyptiens. Le MC Alger et Al Hilal du Soudan qui entrent maintenant dans l'histoire et vont être persévérants. Si je remonte encore une fois l'histoire, on doit aller en 1976 pour voir le MC Alger gagner le trophée. Donc avec un changement d'entraîneur aussi, on rappelle que Khaled Ben Yahya a été remplacé par Patrice Baumel, qui n'est plus à présenter, l'ancien sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre à l'heure actuelle. Et donc c'est un héritage qui est là également. Et donc ces Algériens vont essayer aussi de surfer sur ça. On rappelle qu'ils ont encaissé 2 buts face d'abord au leader Al Hilal, va être un sérieux prétendant aussi au titre. Et donc le club de Florent Ibenge, justement parlant des Soudanais, pour cause de guerre qui évolue en Mauritanie, ils ont une attaque un peu limitée, 5 buts marqués. Florent Ibenge doit faire plus pour garder son équipe dans la compétition. Et donc ils ont aussi brillé tout au long de cette phase de poule. Dans le groupe A, ce sont des adversaires à ne pas du tout négliger. Donc voilà en somme ce que je pense de cette Ligue des Champions. Merci Edouard Agbetou pour cette première analyse sur la phase de poule des Coupes Interclubs. Nous sommes avec Stéphane Ouattara au Burkina Faso et Martin Aradio au Niger. Stéphane, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toutes nos auditrices. À Niamey, Martin Aradio, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour Stéphane. Alors, nous avons tous constaté la fin des matchs de poule des différentes coupes sur le continent. Déjà, quel sentiment avez-vous après ces phases de poule, Martin, premièrement? Alors, je crois que la remarque elle est la même chez tout le monde. L'Afrique au sud du Sahara manque réellement à l'appel à ce niveau de la compétition et c'est dommage. La part belle du côté du Maghreb, quelques clubs sud-africains comme d'habitude. C'est difficile quand on se rend compte que c'est une question d'organisation, c'est une question de formation qui empêche au club au sud du Sahara de mieux évoluer dans ces compétitions. Et je pense que c'est cette remarque-là qui revient sans cesse et nous ne serons pas fatigués de le relever puisque ça fait déjà plusieurs années que ça arrive. Alors, je sais que Stéphane Ouattara, vous partagez la même opinion que Martin. À part l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Mauritanie, l'Afrique du Nord domine ces deux compétitions. Comment on peut expliquer cette mémise de l'Afrique du Nord sur les deux compétitions, la Coupe CAF et la Ligue africaine des champions, Stéphane? Déjà, il faut dire que cette année, le niveau quand même était relevé, comme en Ligue des champions africaine, comme en Coupe de la Confédération africaine de football. En tout cas, il y a eu des très bons matchs, même s'il y a certaines équipes qui n'ont pas pu briller, à l'image du Djoliba, qui n'a même pas marqué de but en Ligue des champions durant les 6 matchs. C'est la deuxième équipe à établir ce triste record après
Heat of Oak du Ghana, c'est une équipe ghanéenne. Donc, déjà, il faut dire que le niveau était relevé en Coupe CAF comme en Ligue des Champions. De façon générale, il faut dire que c'est l'Afrique du Nord qui domine ces compétitions africaines parce que ces pays-là ont accepté mettre les moyens. Quand on parle de moyens, déjà financièrement et aussi en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, une équipe évoluant en Tunisie, au Maroc, en Algérie peut acheter un joueur évoluant en Europe et puis l'amener dans son championnat. Récemment, il y a le Wydad Casablanca qui a acheté un joueur évoluant en Belgique. Et quand on essaie de voir aussi au Maroc, le même Wydad par exemple qui avait signé Mbaye Niang, un international sénégalais qui évoluait en Europe. Et quand on essaie de voir aussi en Afrique du Sud, par exemple, là-bas, il y a les moyens, les équipes ont les moyens. Et regardez cette année, le Stellenbosch qui participe pour la première fois à la Coupe de la Confédération africaine de football se qualifie pour les quarts de finale. Donc vous voyez, et puis cette année encore, il y a 3 équipes sud-africaines qui sont en lice, dans 2 en Ligue des Champions, Orlando Pirates et Mamelodi Sundowns qui s'est qualifié pour sa 9e fois consécutive en quart de finale de la Ligue des Champions, Stellenbosch qui participe pour sa première fois et qui est en quart de finale. Donc il faut dire que l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui ont accepté de mettre les moyens financièrement et aussi en termes d'infrastructure. Donc, je pense que c'est normal, cette même mise-là et sur le football africain. En Afrique de l'Ouest, il n'y a que la SEC Mimosa quand même qui essaie de titiller les gains comme chaque année. Et cette année encore, vous verrez que c'est la seule équipe évoluant, en tout cas en Afrique de l'Ouest, à se qualifier pour les quarts de finale de sa compétition, notamment la Coupe CAF. Alors Martin, à radio, quand on remonte un peu le temps, on sait que le Nigeria, le Ghana, la RD Congo, le Cameroun par moment, dans le temps, jouaient les premiers rôles. Mais pour cette nouvelle formule des 2 compétitions, ces pays n'arrivent pas à suivre le rythme. Et oui, c'est facile à expliquer. Vous avez cité le Ghana, vous avez cité le Nigeria. À l'époque, c'est des pays qui formaient. Et c'est des pays qui avaient des jeunes catégories qui jouaient pratiquement sur tous les tableaux au plan continental et international. Quand vous prenez le Nigeria, vous alignez facilement les U17, les U20, les U23 sur toutes les compétitions et les remportait d'ailleurs. Et c'était pareil pour le Ghana. Il y avait ce vivier-là qui était, après les compétitions, transféré dans les clubs. Et ces clubs les utilisaient avant que ces jeunes ne partent en Europe monnayer leur talent. Ces clubs les utilisaient leur talent et ça permettait aussi à ces clubs d'atteindre un niveau dans cette compétition. Mais un peu plus, aujourd'hui, le football a migré. C'est plus une question de moyens, une question de constance, une question de formation, une question d'organisation. On parle souvent d'argent, mais le nœud du problème aussi est quelque part dans l'organisation. On se rend compte que même pour organiser un match ou une compétition de Ligue des Champions au sud du Sahara, on est encore en train de chercher même des billets d'avion. Nous sommes en train de chercher les primes de match. Ce n'est pas le cas d'un pays où aujourd'hui, ça, ce n'est pas une question qui taraude les esprits. Donc, je crois quand même que à cela, si on ajoute un peu le sérieux qui est fait au niveau des fédérations, je crois qu'on va sortir de l'ornière. On n'attend pas 2 semaines ou 1 mois du début des préliminaires pour commencer par se préparer, comme ça se fait beaucoup plus souvent au sud du Sahara. On s'attend sur un match aller-retour, être reversé en phase de poule, et en phase de poule, on n'a pas d'ambition et c'est difficile de se comparer à ces géants-là. Il y a une certaine constance que ces géants-là ont cultivée, il y a un certain sérieux que ces géants-là se sont donnés, et ça fait que sur des détails, puisque j'ai entendu le collègue du Sénégal se plaindre sur un fait d'arbitrage, et sur des détails pareils que nous sommes parfois éliminés, et c'est dommage que nous ne retenons pas les leçons en fait.
D'accord. Stéphane, pour terminer avec toi, aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que les équipes au sud du Sahara n'ont pas encore le statut de club, ce ne sont pas des institutions, parce que quand Martin énumère les problèmes liés à la billetterie, au déplacement, à l'organisation des matchs, est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique au sud du Sahara, les équipes ont un statut de club? C'est un peu difficile de qualifier. C'est vrai, c'est triste, mais c'est réel. C'est difficile de qualifier nos équipes ici de club, parce que quand on parle de club ou équipe, et il faut avoir d'abord plusieurs petites catégories, en parlant par les mini, les cadets et les seniors, etc., etc. Donc, c'est le football aujourd'hui. Quand on a une équipe, on est considéré comme une entreprise. Et aujourd'hui, nous, en Afrique et de l'Ouest, quand on essaie de voir dans chaque pays, on essaie de compter les équipes qui ont ces structures-là. On peut les compter sur le bout du doigt. Si tu en es, par exemple, la SEC Mimosa, ok. Et bon, tu pars au Sénégal avec quelques clubs, peut-être Génération Foot, ou même au Nigeria, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc, du coup, ça fait que ces clubs-là ne peuvent plus rayonner comme avant. À l'époque, vous savez, le football, c'était c'était juste, il faut jouer, partir en quart de finale, etc., etc. Mais de nos jours, le football, c'est autre chose, c'est du business et ce sont des projets à long terme. Et malheureusement, nous, on n'a pas ça ici. Et lorsque vous n'avez pas cette organisation-là, c'est difficile quand même de produire des résultats. Regardez aujourd'hui Al Ahly qui domine partout. Ça n'a pas commencé, ils n'ont pas commencé. Et hier, bon, je vais dire aujourd'hui, c'est un projet de longue haleine. Et quand il y a toujours des exemples, regardez par exemple en Égypte, Pyramide FC, les pétroliers, comme on a dit, qui ont commencé, ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Ils se sont qualifiés à plusieurs reprises pour les compétitions africaines, mais n'ont jamais pu franchir les quarts de finale. Et cette année, ils l'ont fait. Ils arrivent à se qualifier pour la première fois de leur histoire. C'est ça. Pour les quarts de finale. Bon, il y en a plein. Il va falloir s'organiser. Et l'exemple de la SEC, c'est palpable. La SEC, depuis les années, à partir des années 2000, les dirigeants de la SEC ont su que, avec l'ère de la modernisation, il faut essayer de passer un autre cap. Merci Stéphane, nous sommes vraiment... Voilà, nous sommes obligés de vous interrompre. Merci de votre disponibilité. Martin, sur quoi vous souhaiterez conclure? Oui, je crois qu'à cela, il faut ajouter la constance. J'en ai parlé au début, mais la constance dont je parle aujourd'hui, vous voyez, ces clubs qui ont participé aux préliminaires ou à la phase de poule, qui ont été éliminés, vous allez vous rendre compte que très rapidement, ces clubs-là vont être vidés de leurs joueurs qui vont se retrouver malheureusement là où c'est bien payé. Et l'année prochaine, il va falloir refaire une autre équipe, un autre groupe, je ne dirais pas une équipe, un autre groupe pour participer à la compétition. Ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'on doit peut-être réfléchir autrement. Si au sud du Sahara, on veut tenir tête à ces géants du Maghreb et de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, messieurs Stéphane Ouattara et Martin Aradio. Merci d'avoir participé à l'émission de ce jour et à ce petit débat. On se retrouve mardi prochain. Je dis merci également à toute l'équipe ici en studio. Mise en onde, OK, Olivier Koudjo, réalisation et l'homme à devant. Derrière la caméra, Espoir Simfele, moi c'est Romo Auditeur. On se retrouve mardi prochain, toujours sur la radio qui mouille le maillot. À bientôt. Des équipes de foot formidables, avec Sport FM on est connecté. L'actualité ne peut pas nous manquer. Équipe d'Afrique, esprit du sport.